pour moi, il y a une chose assez importante, c'est le matériau que l'on utilise. J'y suis assez sensible. Je crois que l'idée que l'on peut avoir, que le projet que l'on peut avoir, se concrétise peut-être dans une matière, mais cette matière a des exigences, a un poids, a une qualité qui force à ce que l'on tienne compte. On ne fait pas purement ce que l'on a envie de faire, on fait avec le matériau que l'on traite. Et c'est cette espèce de va-et-vient, d'acceptation de ce matériau qui va créer dans l'œuvre quelque chose qui, au fond, lui donne de la vie, lui donne une sorte de découverte qui fait qu'elle est très, comment pourrait-on dire, palpitante. Mais tout le temps, il y a eu chez moi une sorte de goût sur une certaine diversité des disciplines. Donc, il y avait la peinture, il y a eu la gravure, il y a eu le modelage. À un moment donné, mon activité s'est tournée vers le textile, donc des tapisseries. Et maintenant, je continue à faire un travail dans le domaine de la faïence avec une entreprise de Malicorne qui me passionne beaucoup. Donc au fond, il y a toujours dans ce parcours une diversité de voies, de pistes, de techniques. Et en plus, on pourrait dire une diversité j'oserais dire, dans les techniques d'écriture. Je ne me suis jamais tenu simplement à une écriture définie, identique au fil des années, mais au contraire à une sorte de diversité qui me permettait de rester libre et de tenter des aventures. Je préférais ça, en fin de compte, que, comme beaucoup d'artistes, qui sont sollicités par nécessité de faire un produit, j'oserais dire entre parenthèses, je n'aime pas beaucoup le terme, mais enfin, ça finit un petit peu par cela, assez similaire, qui fait qu'on les reconnaît systématiquement. Je préférais carrément naviguer au choix, j'oserais dire dans la plus grande pente qui me séduisait au moment, et puis revenir, repartir, changer d'écriture, retrouver quelque chose qui laissait la place à la vie pour faire une œuvre. Voilà l'intérêt que je porte au modelage. C'est un petit peu le même que celui pour la peinture. C'est il y a une relation physique avec la matière. Voilà, dans cette pièce, après la cuisson, j'ai choisi de faire une sorte d'opposition entre les deux parties. Donc la partie basse, c'est une partie où il y a peu d'émail, donc la terre est restée très apparente. Et puis dans la partie haute, l'émail a été beaucoup plus chargé, et on a donc ce blanc qui fait opposition entre les deux éléments. La passion picturale est venue très tôt. Scolairement, j'ai eu la chance d'avoir quelques enseignants et puis des parents qui ont regardé assez attentivement ce que je faisais et qui m'ont donné confiance dans le type de travail que je voulais entreprendre. Donc au fond, il n'y a pas eu d'opposition familiale à la volonté de faire une carrière dans le domaine de l'art. Alors j'ai commencé par faire les arts appliqués, puis après l'école des beaux-arts, et puis l'école des beaux-arts, j'y suis resté très longtemps. Je faisais en même temps pour exister une activité artisanale qui était une activité de carte de vœux. Et puis nous avons eu la chance avec mon épouse de faire ce merveilleux voyage à la Villa Médicis, où nous avons quand même vécu 3 ans et demi d'une manière extrêmement délicieuse, à l'époque où Balthus était le directeur de la Villa Médicis. Après cela, nous sommes venus au Mans, où un poste d'enseignant se libérait, et par concours, obtenu de haute lutte, j'oserais dire, nous nous sommes installés en Sarthe.
Et très rapidement, nous avons fait le choix de venir en campagne, dans une grande maison. C'est une belle histoire, parce que un beau jour de 1960, dans l'année 1970, nous avons reçu un coup de téléphone qui nous annonçait que Roger avait eu le prix des envois de Rome. Donc, à ce moment-là, on s'est dit après tout, pourquoi ne pas trouver une maison, une belle maison à la campagne qui permettrait à Roger de peindre dans le calme, la plénitude. Bon. Voilà, notre séjour à la Villa Médicis a été assez enchanteur, quoique difficile pour moi, car je perdais un peu les repères que j'avais dans la période précédente, et je me trouvais confronté à une toute autre vie et d'autres soucis esthétiques. Mais ce qui a été vraiment très, très important, c'était la découverte d'une ville, non pas les œuvres d'art vraiment en tant qu'elles-mêmes, mais la ville en tant que monument, en tant que qualité de lumière dans les rues, en tant qu'aussi succession d'époques. Ce côté ville assez exceptionnel, puisqu'il y a plus de 2000 ans d'histoire qui s'y passe, et tout ça cohabite. Et je crois que vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup formé, non pas au moment où je m'y trouvais, mais dans les années qui ont suivi. Et me retrouvant en Sarthe, cela ressurgit, pas dans les premières années, mais au bout de quelques années, si bien que, au fond, le travail s'est construit non pas à Rome, mais au retour de Rome, sur ce qu'était Rome. Nous sommes arrivés une seconde fois dans cette maison, mais ce n'était plus un jour de neige, mais il faisait quand même nettement plus beau et la lumière était vraiment très différente. C'est la lumière qui nous a séduits. Et puis évidemment, regardez ce bel escalier. Bien que une personne nous avait dit que le prêtre qui était là auparavant s'était malheureusement suicidé dans cet escalier, eh bien non, ça ne nous a pas refroidi du tout, et juste au contraire, c'est peut-être grâce à ça que nous l'avons eu, parce qu'il y a eu beaucoup de visites, mais ce genre d'événement avait refroidi beaucoup de personnes. Donc au fond, l'Antiquité, une Antiquité que je ne voyais pas comme purement imitative des monuments ou des formes qui se présentaient à moi, mais plutôt comme une sorte d'élément poétique, évocateur, une chose un petit peu rêvée, fantasmée, m'a beaucoup séduit. Et j'ai travaillé un petit peu sur cela. Alors, ce n'est pas vraiment, on pourrait dire, l'Antiquité gréco-romaine, c'est le bassin méditerranéen. On trouve des murailles qui sont un peu mésopotamiennes, si on veut. On va trouver quelques sculptures et idoles qui ont peut-être une relation avec l'Égypte. Et puis, la Grèce archaïque. C'est pas limité dans le temps. Il y a peut-être des éléments aussi qui vont peut-être avoir une sorte de sensibilité qui se rappelleront à l'art baroque. Au fond, c'est tout ce qui est du domaine de notre civilisation occidentale qui ressurgit un petit peu dans le type de travail que je fais, sans jamais avoir le goût imitatif d'un moment de cette période. Le grand plaisir que j'éprouve dans cette exposition, c'est d'avoir pu faire cette confrontation et cette relation entre des œuvres antiques, des œuvres récentes de ma part, et de voir combien ce phénomène de civilisation méditerranéenne continue à m'inspirer, mais inspire aussi quand même d'autres artistes. Le titre de cette exposition est Idole. Idole rêvée, idole révélée, et nous voulions présenter un petit montage dans lequel il y avait des sculptures, des idoles réelles, actuelles, je voudrais dire, et puis en bas, les réceptacles,
des bols dans lesquels on apportait nos offrandes. Donc c'est une petite connivence, un petit jeu comme ça qui nous a séduits. Voilà cette pierre gallo-romaine qui était trouvée sur le site d'Allonnes, qui est donc près de 2000 ans, est mise en confrontation avec mon travail relativement récent, qui s'inspire, lui, de la muraille gallo-romaine. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas spécialement de dire qu'il s'agisse de la même chose, mais montrer l'unité qu'il y a à travers le temps d'une inspiration qui prend ses racines dans ce genre de choses. Alors ce qui m'intéressait beaucoup dans la peinture aussi, et ce qui toujours m'intéresse, c'est qu'on a une vision souvent de la peinture, le tableau de chevalet, c'est-à-dire le rectangle qu'on accroche au mur. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est plutôt, je veux dire, la relation du déplacement du spectateur dans la peinture. Alors sans que ce soit des installations, mais on pourrait dire s'y rapprocher un tout petit peu. J'aime bien la relation qui s'établit entre un spectateur qui découvre peinture après peinture, quelque chose qui fait que la peinture en elle-même n'est pas terminée, mais c'est la suivante qui continue, qui permet de la comprendre. Donc il y a une sorte de relation un petit peu théâtrale et qui est liée au temps. C'est un petit peu, si vous voulez, le problème que l'on a dans un musée. Les gens se trouvent à ne rester qu'une seconde devant une toile, puis passent à la suivante. Eh bien, comme on n'arrive pas à capter le personnage maintenant, le spectateur, très longtemps, il faut que les successions des œuvres fassent que ça devienne, en fin de compte, le tableau. Là, nous avons une déesse, une grande déesse, c'est un paravent qui avait été conçu pour le Festival de musique baroque de Sablé et qui faisait partie d'un grand ensemble dans lequel un ami conteur lisait un certain nombre de textes et nous avions une violoncelliste qui jouait du Bach et de la musique baroque et ça formait un ensemble très cohérent dans une promenade. Voilà, ici, pour moi, c'est une œuvre assez importante qui a quelques années, mais qui est une conception de la peinture que je crois assez riche dans possibilités. Il s'agit de modules qui peuvent se mettre en place d'une manière très irrégulière, c'est-à-dire que là vous avez un agencement, mais on peut faire tout à fait un autre agencement. Chaque partie se déplace, on peut reconstituer un ensemble, on peut les avoir en feuillet, comme si c'était une sorte de livre d'images, on peut les avoir par groupe de 3, par groupe de 20, etc. On a une peinture que l'on reconstitue soi-même. Et bon, moi, ce qui me plaisait, justement, c'est cette espèce de va-et-vient dans la peinture. Très régulièrement. La lumière est meilleure et elle me permet une sorte d'une vue générale sur la campagne et j'y suis très bien pour travailler. Alors, cette pièce, c'est mon atelier, c'est une pièce que j'ai récupérée, qui est une chambre des enfants et dans laquelle je travaille maintenant régulièrement. Là, vous avez une œuvre pas très ancienne, mais sur laquelle je ne travaille plus, mais qui m'inspire un peu. Et j'aimerais reprendre un peu cette thématique que je trouve assez... qui m'a toujours remotivé. Là aussi, par rapport au travail, il y a des thématiques qui reviennent. Il y a un moment donné, on travaille sur un sujet, on ne veut pas dire qu'on l'épuise, mais on en est fatigué. Donc si on continue, cette fatigue va se ressentir très fortement. Donc il est préférable de changer, de choisir, de partir autre part, sur une autre voie, ou sur une autre technique, ou sur un autre thème. Mais quelques années après, quelques mois, c'est imprévisible, les choses reviennent et on retravaille sur un élément, un thème que l'on a déjà utilisé. Et au fond, s'enchevêtre comme ça, au fil des années, une thématique, diversifié, mais si on fait attention et si on regarde, eh bien on s'aperçoit qu'il y a les labyrinthes, il y a les villes, il y a les espaces théâtraux, il y a les chaos, et toute une série comme ça d'éléments qui sont, au fond, des moyens, des pistes pour ressentir le travail. Alors, autre aspect, on peut dire, de la création, c'est quand même comment intégrer cette création. On est quand même dans une société. Et
on n'est pas... L'artiste a toujours eu une place dans cette société. Personnellement, quand je suis arrivé en Sarthe, je me suis dit quelle place occuper. Faire de la peinture pour soi, bah c'est parfait. La vendre, c'est parfait. Mais en même temps, je crois quand même qu'on est intégré dans une société, on a sa place à y tenir. Et j'ai cherché, donc l'enseignement dans l'école des beaux-arts me permettait justement, je trouvais ça très intéressant, par les cours du soir, de faire passer un certain message, de dire un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes, auxquelles je croyais, et puis en même temps de créer des... on s'est occupé avec quelques amis de la création de revues ou d'associations qui étaient là, dont le but très fort était de donner une meilleure compréhension de la création et de faire connaître les créateurs sartois. Voilà, on peut toujours se poser la question, pourquoi faire une œuvre, que devient-elle dans le temps, que sera-t-elle? Enfin, pour moi, c'était quand même un moyen au-delà du domaine de l'expression, c'était un moyen peut-être de faire passer un certain nombre de, si ce n'est des idées, mais enfin, faire surgir un sentiment de spiritualité dans l'œuvre. On voyait souvent dans la peinture que j'ai pu faire, quand elle était un peu narrative, d'une sorte de grande colline, avec un petit temple blanc qui venait dans un ciel plus ou moins bleu ou tourmenté, avec une lune. Et puis souvent un labyrinthe qui conduisait, donc au fond, c'est un peu les méandres de la vie par rapport à une idéalisation. Et ce sentiment un petit peu, non pas de religiosité, mais de spiritualité, me paraissait très important. Et je suis très, très heureux de l'avoir exprimé de cette manière-là, dans un premier temps totalement inconscient, et après d'une manière délibérée. Roger Blaquière nous entr'ouvre les portes de son imaginaire. S'amusant de notre étonnement, il jette sa fulgurance du trait silencieux au profit d'une cosmogonie toute personnelle, où l'émotion esthétique est omniprésente. Et ses papiers se parent de bien étranges manières pour des cérémonies inattendues. Des jeux infiniment subtils, aux organisations symétriques de l'espace, aux motifs géométriques binaires, qui confèrent à ces divinités quelque apparence sacrée. Au fil du temps, Roger Blaquière a ainsi créé son imagerie, qui associe l'homme et la nature, au décor lyrique silencieux, pour des œuvres qui sont toujours à inventer.